Et donc aujourd'hui, selon vous, si une entreprise devait choisir un seul type de format entre photo et vidéo pour sa communication, lequel il faudrait choisir? C'est là que ça va fighter. C'est ce que j'allais dire. Allez, on veut du fight. Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition de À quand la com. Donc cette fois-ci, nous allons sortir un petit peu de l'équipe de l'agence puisque nous allons recevoir 2 invités. À ma gauche, Célia, qui donc travaille sous son nom d'entreprise Rosiris Photographie et qui est photographe. Tout à fait. Et donc à ma droite, Tom, Hello. qui est photographe et vidéaste, et sous le nom Tom Henner, tout simplement. Donc bienvenue à vous deux. Merci. C'est parti. Let's C'est go. parti. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour savoir, entre la photo et la vidéo, quel outil est le meilleur à utiliser dans sa communication. Avant de commencer, est-ce que vous voulez donner un petit mot? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que... Bien. Il fait un peu frais, mais je me sens bien. Ouais, ça c'est Bien vrai. aussi. Ça va. C'est parce qu'on a abandonné les vieux spots qui chauffaient, etc. Ouais, c'est ça. Écoutez, je vous propose peut-être rapidement de vous présenter chacun dans votre métier, ce que vous faites. Donc, moi, c'est Célia Martrani. J'ai créé mon auto-entreprise Rosiris Photographie il y a à peu près 3 ans, je crois. Est-ce que j'ai des terrains où j'excelle? Oui, bien sûr. Mais sinon, on va dire que les domaines dans lesquels je me sens le mieux, ça va être la photo corporate, ça va être la photo culinaire. J'adore la photo culinaire, photographie animalière, parce que j'adore les animaux. Et puis, sinon... tout ce qui est photo artistique, en fait, moi, j'aime le paysage, j'aime des portraits, j'aime la photo. C'est pas mal pour une photographe. Voilà, vaut mieux. Et Tom, toi? Alors du coup, moi, je vais principalement intervenir aussi en entreprise, association, collectivité publique, bref, tout ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux, sur du site internet aussi, sur tous les supports digitaux de manière générale. Ça peut être aussi sur des pages Google My Business. On n'y pense pas souvent, mais avoir des photos aussi sur ce support-là, ça peut être intéressant. Donc là, l'idée, c'est que j'accompagne en fait mes clients sur leur communication pour répondre à leurs objectifs, que ce soit sur de la mise en avant de produits, d'un service, d'une image de marque, de leur notoriété, de leur expertise, sur de l'événementiel également, sur ce côté pro. Donc vraiment les accompagner sur le côté photo-vidéo de manière générale. Ok. Voilà. Donc peut-être dans ce que j'entends de toute façon, enfin, tu as toujours un côté artistique, mais j'ai l'impression que tu as peut-être plus une approche professionnelle, cadrée, et toi, plus une approche artistique, non? Non, ou pas du tout. Oui, c'est ça, oui. Peut-être plus dans une approche artistique et pour Célia, et plus une approche qui va dans la communication et peut-être plus le marketing sur de la vente, aussi le lancer sur de la vente de mon côté, je pense. Ouais, je sais pas. Après, Ouais, je c'est pense exactement pas ça, que le propos soit dévalorisant, mais Non, du tout. j'ai l'impression que vous l'avez mal pris. Pas du tout, absolument pas. Ok, ça roule. Et donc concrètement, c'est quoi une journée type pour vous? Ah je t'en prie, vas-y, commence. Il n'y a pas trop de journées type. C'est vrai que l'avantage donc on est tous les deux en micro, mais l'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas cadré avec des horaires 9-17 et toujours dans le même bureau, etc. L'avantage, c'est qu'en fonction des projets qu'il y a, tu peux finir des tournages 23h minuit. Du coup, le lendemain, tu sais pas si tu refais du montage ou si tu retournes en tournage. Ça peut être hyper varié. Tout comme tu peux commencer à 7h. Quoi. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de journées type en vrai. Ok. Et toutes les journées ne se ressemblent pas. Ce qui est cool, c'est qu'on s'ennuie pas du coup. Ce qui est cool, voilà. Et toi? Je le rejoins complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une journée, ça peut être à fond dans le shooting où on va amener son matériel, trimballer pas mal de choses. Et puis la journée d'après, ça va être que du télétravail parce qu'on a décidé d'être principalement sur du post-traitement. Donc on va rester chez soi, bien cocooning, en pilou-pilou sur son ordinateur. Je le cache pas, hein, voilà. Moi, vous faites des stories comme ça quand vous travaillez Non, pas de story en pilou-pilou. mais par contre, non, c'est ça. C'est qu'aucune journée ne se ressemble et puis on s'organise un petit peu comme on le souhaite. Je pense qu'il y a des jours où on est forcément plus dynamique et on se dit là c'est exactement le moment où on peut
peu aller voir du client, être un petit peu en contact, relation client. Et puis les jours où on a envie d'être tout seul chez soi, tranquillement, et on peut se mettre du post-traitement, de la C'est exactement communication. ça, ouais. Voilà. On s'adapte à nos humeurs, à nos envies. Donc, c'est ça qui est cool dans l'auto-entreprise. Carrément. Puis l'avantage, c'est que du coup, tu te cadres comme tu veux. C'est ça. Il y a des moments où un matin, tu vas pas te sentir hyper productif, tu vas plutôt faire autre chose d'administratif ou des trucs qui ne demandent pas beaucoup de créativité. Et puis à un moment donné où tu vas avoir un truc, un montage où là, il faut que tu te pousses un peu dans ta créativité, pardon, et que tu veux faire ça plus en fin de journée, soirée, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est rigolo ce que tu dis, parce que moi, quand je me sens pas productif, mon refuge, c'est clairement pas l'administratif, tu vois. Non, mais Ce serait plutôt d'aller faire une pause ou un truc, mais, mais moi, après, chacun ses passions, tu vois. En même temps, c'est bien si tu arrives justement à compenser un manque de créa en faisant un truc qu'il faut faire, et je pense que personne n'a de grandes passions. Non, mais je dis l'administratif parce que ça demande pas de créativité en soi. Enfin... Non, mais j'avais compris, c'était juste pour faire ok. Et donc, tout à l'heure, toi, Célia, tu as parlé de photo corporate. Toi, Tom, tu as parlé un petit peu de photo, vidéo, produits. Donc, concrètement, en fait, vos prestations, elles vont être là aussi pour accompagner la communication de vos clients. Mais vous, comment vous gérez votre communication à vous ? Eh ben moi, je la fais gérer par Nerepix. C'est pas con. Voilà. Franchement, bonne idée, je trouve. Désolée, mais c'est le cas. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont fait mon site internet. C'est eux qui me donnent des conseils quand je sais pas trop comment faire vivre mon site ou quoi que ce soit. Donc, principalement, on va pas se mentir, c'est Nerepix qui m'accompagne le plus dans ma communication. Pourtant, j'aime écrire. Hein. J'ai un petit amour pour le rédactionnel, mais pour la rédaction, pour raconter des histoires. Mais ça va pas être ma ligne de conduite. Je vais pas me dire toutes les semaines, il faut absolument que j'écrive un article ou que je mette une belle photo. Non, pas du tout. Et en fait, c'est plus Nerepix qui a tendance à me dire, dis donc, ce serait pas mal de faire vivre. Ah oui, ok. Et de t'orienter sur des sujets. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des trucs auxquels je pense pas forcément. Et puis tout d'un coup, ils vont me dire, dis donc, le projet que t'as fait là, c'était cool. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Voilà. Donc c'est vraiment la manière dont je gère ma communication qui, du coup, je ne la gère pas vraiment. Ah oui, c'est une... Voilà. Ok. Et alors, moi, je vais avoir deux approches, on va dire. Ouais. L'approche où je vais plutôt partager les projets clients que j'ai faits, donc principalement sur LinkedIn, mais je le republie aussi sur d'autres plateformes, Facebook notamment. Donc là, ça va être tout simplement repartager un projet que j'ai fait pour un client, la vidéo, un shooting photo, etc. Alors moi, j'ai peut-être moins d'impétence pour le rédactionnel, malgré qu'il faut en faire quand même pour une description assez basique avec des mots-clés, avec un minimum de référencement. Donc il y a cette partie-là, mais moi j'aime bien avoir la main sur la création de contenu, forcément. Et là, je prends une autre direction, on va dire, plus sur Instagram, TikTok, toujours en le republiant sur d'autres plateformes aussi, Facebook, YouTube notamment, sur des Reels, justement, où je vais partager un peu plus d'effets créatifs, qui vont peut-être plus concerner aussi d'autres créateurs de contenu, donner des astuces sur un logiciel en particulier, sur une technique de prise de vue, un truc créatif, voilà, essayer de se détacher aussi un peu de cette prod client et ramener une petite communauté aussi, essayer de fédérer ça pour la notoriété aussi et l'image de marque. Donc, en fait, on retrouve un peu ce que vous avez dit au début. Tu étais un peu plus dans le marketing et toi, tu es plus dans l'artistique, justement. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Je pense que j'ai un ça. petit peu moins de rigueur professionnelle que Tom, qui, je pense, a très très bien compris justement le pouvoir de la communication et du marketing. Et moi, je vais être un petit peu plus dans le feeling. Genre, s'il y a vraiment un projet qui m'a touché et tout, je vais avoir envie d'en parler. C'est ça. Par contre, quelque chose de très cadré, je vais pas forcément trouver l'intérêt, alors qu'en fait, finalement, il y a de l'intérêt parce que ça va forcément intéresser des gens. Mais je pense que toi, tu as plus aussi la vision un peu artistique, de la fibre artistique dans la photo, je pense, plus que moi. Mais peut-être aussi parce que tu n'as pas que la photo, tu as d'autres domaines artistiques. Ah oui, de toute façon, oui, j'essaye de toucher un petit peu à tout là-dedans, mais que ce soit le dessin, la peinture, j'ai fait de la danse, je fais du chant, enfin, c'est plusieurs domaines artistiques qui me touchent beaucoup, et c'est vrai que j'ai moins ce côté, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, mais j'ai moins ce côté militaire du travail, il faut bien communiquer, il faut bien vendre son truc, il faut bien être dans la prospection. Non, moi, j'avoue que ça va vraiment être, effectivement, comme je disais tout à l'heure, un ressenti, un projet où vraiment j'ai le droit de placer une petite anecdote.
Tu peux. Ah bah bien sûr. Ok. C'est même recommandé. J'ai été faire un shooting qui m'a beaucoup touchée, qui avait son chien, on avait découvert un lymphome qui était fatal et qui allait l'emporter dans quelques semaines. Et j'avoue que en photographiant son chien, ça, par exemple, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est un shooting qui a du sens, et pour moi et pour la personne. Je me mets une certaine pression à me dire... ça sera les dernières images de cet animal, donc faut vraiment pas que je me rate, c'est super important. Et en plus de ça, voilà, c'est un moment passé avec le maître et son chien. Tu te dis, j'ai un peu l'honneur de participer à ça. Et par exemple, ce genre de projet me touche énormément, et ça, j'ai envie de communiquer dessus, j'ai envie de le partager. À côté de ça, si je vais prendre des photos pour un snack, je vais avoir moins envie d'en discuter forcément, parce que ça me touche moins, alors que c'est tout aussi important, parce que ça peut ramener tout autant de demandes ou de... Mais c'est juste ça, je vais plus marcher au ressenti, alors que je sais que c'est pas le plus efficace non plus, ça c'est certain. C'est deux approches différentes. En même temps, c'est intéressant parce que justement, c'est peut-être pas, vous n'allez pas attirer le même genre de demande finalement. C'est ça, je pense qu'on va être très complémentaires en fait, justement. À chaque fois, on invite des gens pour qu'ils se tapent dessus, puis ça finit... et puis ça finit en complémentaire, c'est chiant. Y aurait-il un fight à un moment donné? Désolé. Non, mais en tout cas, ok, super intéressant, effectivement, deux visions très différentes. Et deux communications, du coup, totalement différentes aussi. Ouais, tout à fait. C'est rigolo. On a un peu le côté tradi, voire, allez, je sous-traite parce que ça me saoule. Et puis toi, tu as le côté, genre, les formats un peu plus récents, les Reels, les machins et tout. Et oui, j'ai suivi un peu, d'ailleurs, les formats, effectivement, c'est très dans l'air de ce qui se fait. C'est ça, et puis ça permet aussi de tester pas mal de trucs en prenant la main sur ces réseaux. Je sais que du coup, sur ce format Reels, il y a peut-être des Reels, notamment sur la partie étalonnage que je vais proposer, c'est pas du vu et revu, mais c'est un format on a l'habitude de le voir. Moi, ça me permet de tester aussi un autre horaire, un autre jour de publication, voir si ça marche, tester d'autres trucs sur des hashtags, sur n'importe quoi en fait. Donc, ça a ce côté-là aussi, qui me permet ensuite quand un client me demande pour sa communication à lui, de pouvoir l'orienter plus facilement par en rapport fonction à des tests de... que tu as fait. Voilà, c'est ça. On mettra vos réseaux pour que vous puissiez montrer un peu, parce que vous avez quand même néanmoins tous les deux des réseaux. Oui. Instagram au moins, ça c'est certain. Oui, tout à fait. LinkedIn, et après peut-être, donc tu as TikTok en plus. Ouais, mais en fait, je republie juste ce que je mets sur Insta, sur TikTok. Okay. Ouais. Donc là, on va rentrer un peu sur les questions sur votre métier, et notamment, il y en a une qui se pose parce que, vous êtes dans ce travail-là, mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone qui fait des photos de plus en plus incroyables, et des vidéos aussi. Comment est-ce qu'on fait en tant que professionnel pour rester, garder une valeur ajoutée? En fait, c'est quoi la diff, selon vous? Et là, c'est le premier qui répond. Donc moi, j'ai un exemple qui vient tout de suite en tête. Je travaille beaucoup avec BMW Mini sur leur communication. Et c'est un exemple que je vois beaucoup aussi sur les réseaux sociaux de concurrents d'autres concessions automobiles. Tu peux mettre en valeur un véhicule. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, même avec un bon téléphone ou une bonne caméra, ça fait pas pareil quand c'est le commercial qui filme lui-même la voiture, ou quand tu fais venir un pro, vidéaste, photographe, pour mettre en valeur le même véhicule. Et pourquoi ? Tu as une approche qui est différente, je pense. Et justement, tu vas plus vouloir orienter tes plans, même de manière créative ou originale, toujours dans un esprit de vente. Mais derrière, tu as un montage, tu as l'étalonnage aussi qui va avec, j'y joue beaucoup dessus. Et en fait, même avec tu donnes la même caméra à un commercial de concession ou à moi sur le même véhicule, la vidéo, ce ne sera pas du tout la même, forcément. Et tu l'orientes de façon à ce que ce soit un peu plus aguicheur sur les réseaux, pour que ça marche un peu plus, etc. Des codes réseaux sociaux ou vidéos que le commercial n'aura pas forcément. Donc il y a cette approche en fait qui est complètement différente. Un peu de connaissances spécifiques, quoi. Voilà, c'est ça, même technique sur la caméra, sur les réglages, etc., qui ensuite impactent ton étalonnage, sur ta musique, sur le rythme que tu donnes à la vidéo montage. Alors, le montage joue beaucoup, mais même sur les prises de vue, en fait, tu arrives plus facilement, je trouve, à créer de l'originalité et à vouloir te renouveler tout le temps. C'est compliqué aussi de toujours être dans le même domaine. Là, on parle de l'automobile, mais en vrai, dans tous les domaines, je pense, de savoir se renouveler, pas toujours faire la même chose, faire la même recette. C'est compliqué, il y a toujours un travail aussi à faire là-dessus, qu'un commercial qui... Il n'a peut-être pas le temps de faire ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on disait, je reviens sur la com, on parlait tout à l'heure, mais en fait, oui, toi, tu vas quand même beaucoup plus utiliser le format vidéo qui se prête beaucoup à travailler sur des reels et des choses comme ça. Alors qu'effectivement, comme tu travailles plus sur la photo, de toute façon, c'est une communication un peu plus statique. C'est ça. Peut-être plus artistique. Mais du coup, on trouve on est quand même sur des tendances un peu traditionnelles, justement, d'écriture, de raconter une histoire, de choses comme ça. C'est ça, parce que moi, j'allais rebondir sur ce que tu disais.
encore une fois, je pense que c'est juste là-dessus qu'on va être très différents et c'est cool parce que toi, je t'entends parler beaucoup de technique et tout. Moi, ça m'a fait vraiment penser, je me suis dit, faut que je rebondisse là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on prend un pro pour faire sa communication, des photos, des vidéos? C'est qu'en fait, c'est un métier. C'est un métier et l'œil, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un commercial qui, aussi gentil et doué soit-il, son métier, c'est d'être commercial. C'est ça. C'est pas d'être photographe, c'est pas d'être vidéaste. Toi, tu apprends à voir les choses, tu apprends à avoir de la lumière, à la gérer, tu apprends à avoir un joli plan, un joli cadrage. L'œil, il s'affûte, il s'aiguise, et c'est ce métier-là, c'est la curiosité même de ce métier-là qui amène ça. Et alors après, il peut y avoir des commerciaux, effectivement, en prenant ça comme exemple, qui peuvent être très sensibles à cet art-là et qui eux-mêmes s'intéressent à ça. Mais on va quand même être dans un registre professionnel complètement différent et on va pas demander à un boulanger de nous vendre une voiture. C'est pareil, on va pas demander à un commercial de prendre des photos. C'est ça. C'est ça. Pourtant, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais parce que tout le monde pense que la photographie ou la vidéo, alors plus la photographie, parce que la vidéo, il faut quand même des sacrées connaissances en montage que moi, par exemple, je n'ai absolument pas. Mais beaucoup pensent principalement que la photo, il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est bon, ça fonctionne. Tu as un bon appareil, tu appuies sur un bouton, c'est bon. Alors, je peux vous assurer que pour avoir déjà formé des gens à ça, vraiment, la vision s'aiguise. Et c'est pas parce que tu sais appuyer sur un bouton que ta photo ressortira bien, qu'elle aura un joli cadrage et qu'elle dégagera quelque chose. Ça n'a rien à voir. Tu as toute l'expérience et tes compétences qui rentrent en jeu à chaque fois. Exactement. Et du coup, c'est quoi les principales erreurs que vous pouvez remarquer dans la communication d'autres entreprises et qui, pour vous, ne doivent pas être? Alors, pour ma part... Vraiment, il y a quelque chose que je déteste, mais j'espère que tu le fais pas parce que je veux surtout pas que ça t'aide à coup. Mais en tout cas, si tu le fais, j'ai rien contre. Mais moi, dans ma sensibilité à moi, je déteste les photos figées où on pose et on regarde un appareil. Je ne supporte pas. Je trouve que c'est has-been au possible. Ça ne vit pas, ça dégage rien. Et quand il y a des entreprises qui me disent on voudrait des photos trombinoscope où on est tous devant un mur et puis pitié, non. Enfin, stop, quoi. Est-ce qu'on peut faire vivre? Est-ce qu'on peut ramener quelque chose de nouveau? Un petit peu de fraîcheur, un peu de... Enfin, maintenant, il y a tellement de moyens d'apporter un petit peu de vie aux photos d'entreprise. On n'est plus dans les stéréotypes avant où il fallait vraiment faire une photo d'identité pour se présenter. Et ça, c'est un truc vraiment, quand je vois des photos corporate passer où les gens sont... Basiques. Figés, sans aucun... ne serait-ce que petit élan de vie ou non, ça je supporte pas. Vraiment, mais après c'est ma sensibilité. Voilà, c'est ma sensibilité à moi et peut-être qu'il y en a qui adorent ça et je peux l'entendre. Mettons par exemple justement, tu vois que la demande du client, je sais pas, un cabinet d'avocat, un truc comme ça, où justement ils ont quand même peut-être certains codes aussi à mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose que tu refuses ou comment tu vas faire? Non, je le refuse pas parce que je l'ai fait pour un cabinet d'avocat. Par contre après on va dire que... T'as une approche différente peut-être. Ouais, j'ai une approche différente. Alors, je vais leur faire leurs photos posées, mais avec un cadre un petit peu plus large déjà, pour essayer d'apporter un petit peu de décor, un petit peu de vie, un petit peu... une petite touche de vie de tous les jours. Et puis, je vais aller un petit peu m'immiscer avec mes photos à moi pour leur dire « Oh, regardez, c'est sympa ce que j'ai fait !» Et puis, tout d'un coup, je les entends me dire « Ah, mais dis donc, c'est vachement bien, là mais je savais pas que j'étais comme ça quand... » Oui, voilà. Donc, moi, c'est exactement ce que je fais. C'est que je vais accepter leurs demandes. Je vais faire ce qu'ils veulent, leurs attentes. Mais je vais essayer de contourner un tout petit peu en prenant une ou deux photos par-ci, par-là et leur montrer en disant, vous voyez, je sais que vous étiez un petit peu réfractaire à ce que moi je vous ai proposé, je vous montre juste ce que ça peut donner. Et franchement, 10 fois sur 10, ils m'ont dit, ah oui, effectivement, ça rend bien. Dès que tu as la photo sous les yeux, t'es convaincu. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il faut un exemple pour leur montrer que oui, vraiment, ça rend bien. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est bien 10 fois sur 10, c'est un bon ratio. ouais, à chaque fois, ça a fonctionné en tout cas. Je touche du bois, mais... Et moi, je rebondis sur ce que tu disais sur sur le principe des photos figées, statiques. C'est justement, encore une fois, les gens les entreprises qui veulent ça n'ont pas les codes des réseaux, etc. et les codes de communication. Ouais. Donc, nous, on peut aussi leur apporter du conseil sur ça, sur leur approche et comment mettre en scène et comment se valoriser. Et ça rejoint aussi quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans pas mal d'entreprises, c'est le fait de faire sa communication soi-même parce que peut-être pas le budget, mais finalement ça te fait aussi du gain de temps parce que
On reprend l'exemple de BMW, les mecs qui vendent, eux ils vendent, ils sont pas là pour faire de la com, donc du coup ça leur fait gagner du temps sur des potentielles ventes ou quoi, sur leur temps à eux, déléguer du coup cette partie com. Là, on parlait de la photo, mais sur la vidéo, on a un peu ce phénomène aussi, c'est que je pense qu'avant, la référence de montage, c'était un peu la télévision, etc. Ouais. Et YouTube vient apporter un nouveau montage, peut-être beaucoup plus cuté, beaucoup plus dynamique. Ouais, et toi, ça, c'est quelque chose que tu peux apporter justement dans le... c'est Ça se passe comment en fait? C'est ça, ramener du dynamisme dans les vidéos, ça va être aussi accrocher aussi plus les gens qui vont les regarder et mettre en avant le véhicule ou le service et puis l'image de marque en fait au final. Et en fait ça rejoint aussi beaucoup le fait de l'approche technique justement. Nous on est déjà équipés avec du matériel, etc. C'est vrai que tu as beaucoup d'entreprises qui le font déjà avec leur téléphone, la qualité est moindre forcément et encore une fois c'est pas leur taf, et donc du coup ils veulent le faire, ils vont le faire mal entre guillemets, ça va pas être à la hauteur de leurs attentes, ils vont publier la vidéo, ils vont pas avoir les résultats qu'ils veulent et ils vont pas comprendre justement pourquoi ça marche ailleurs et pas chez eux. Justement, en apportant cette approche que nous on pourrait avoir avec ces codes-là de réseau, d'un truc un peu dynamique, en tout cas sur la partie vidéo, d'un truc travaillé avec du montage et accrocheur. Ça c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup passer, quelque chose de pas assez vivant, de pas assez captivant, et du coup ça en joue sur ta communication aussi, je pense. On parlait tout à l'heure d'histoire, tu racontais des anecdotes, justement nous c'était une question qu'on avait, c'était petites anecdotes de pro, alors peut-être pas citer les gens ou les marques, mais petite galère qui vous serait arrivée, dont vous vous souvenez, qui peut être marrante. On m'a fait une demande une fois, alors je citerai pas la marque, mais première demande qu'on me fait sur du drone, image en drone. À ce moment-là, j'avais pas de drone et je n'en avais jamais fait. Et je me suis rappelé de ce qu'un ami à moi, vidéaste aussi, m'avait dit, de se challenger sur... Ça sent déjà le drame. Non, même pas, tu vas voir. Sur le fait d'essayer des nouvelles choses et d'y aller quand même pour se former. Quand on m'a proposé le drone, du coup, avec une marque avec laquelle je travaillais déjà, j'ai dit oui. J'ai emprunté un drone à un autre pote. J'ai été le récupérer dans la nuit, donc pas moyen de voler, pas moyen de s'entraîner à piloter. J'ai juste récupéré le drone, je l'ai chargé, j'ai mis une carte SD dedans et je suis parti en tournage. Je suis arrivé sur le lieu, mais je savais déjà techniquement comment le faire à peu près. Mais c'était pareil la première fois, donc à tout moment il y a un imprévu qui tombe. Et t'avais fait aucun test Aucun test. Première fois où je me lançais devant le client à côté de moi, en mode mais ouais, tranquille, on va faire le drone, ça va le faire. C'était dans une zone un peu industrielle, donc ça risquait pas grand chose. Je fais bon ça va. Coup de poker énorme. Je décolle le drone, etc. Je fais les plans, nickel, impeccable. Les plans en plus de fou, vraiment, avec une lumière de dingue à ce moment-là. Ni vu ni connu. Après, j'ai retouché les plans du coup au montage et c'est passé comme dans du beurre. Oui, donc pas vraiment une galère en fait. Pas une galère, mais bien. Sur le moment, j'étais un peu. Enfin, c'était coup de poker, parce que c'était vraiment la première fois que. Les gouttes, là, ouais, c'est ça. Ouais. On connaît bien en GIF, ça sera plaisir aux graphistes qui vont intégrer ça. La galère qui m'est arrivée sur ce moment-là, c'est que je changeais de téléphone et j'avais oublié de remettre la carte SIM dans le nouveau téléphone. Et pour l'application drone, il faut se connecter à avoir du réseau. J'ai juste dû faire un partage de co avec le téléphone de la cliente. Bon, ça fait un peu moyen sur le moment. Mais bon, moi j'ai sauvé les images. Je vois bien. Ouais. Alors que tu vois, on en a fait un peu du drone et on en a eu 2-3 galères un peu dans les premiers vols. Je sais pas si tu fais la formation, on t'apprend toujours que tu en as un qui contrôle l'image et un qui garde le drone en vue. Toujours avoir en vue, ouais. Ouais, voilà. Nous, on était tous les deux sur l'image. Et puis on voit, waouh, le plan est beau. Waouh, le plan est beau. On n'était pas trop, en vrai, on était à 4-5 mètres. Tu vois, le plan est beau. Waouh, le gazon. Et en fait, on n'a pas vu, on est rentré dans un arbre. Et ça va très vite, hein. C'est un truc de fou. Ouais, ça va super vite. Après, c'est quand même assez robuste parce qu'on l'a réparé nous-mêmes et il revole depuis, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu pars en tournage avec. Donc là, c'était le drone. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait à peu près comment faire, le piloter. Mais quand tu n'as jamais fait ça et tu ne sais pas à quoi t'attendre sur le moment, tu pars un peu coup de poker, quoi. Donc tu ne sais pas comment ça va se passer. Ça s'est bien passé, mais. C'est chaud. Hein. Sans entraînement, c'est chaud. Ouais. Ma première galère en tant que photographe, il faut savoir que j'ai fait mes études dans la photographie. Donc, en gros, j'ai commencé la photographie à 14-15 ans jusqu'à mes 19 ans. Et du coup, j'avais ma petite sacoche d'appareil photo. Et je crois que mon premier shooting qu'une demoiselle m'avait demandé, juste pour des photos pour elle, c'était même pas payé. Hein. C'était vraiment premier shooting, un peu portrait en nature, tout ça, un petit peu joli pour les réseaux, tout ça. J'ai donc pas le permis et je pars en bus la retrouver dans Caen. Le shooting se passe très bien, c'est super cool. Moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Et je repars chez moi et puis je descends l'arrêt de bus et puis je marche.
Et puis j'ai pas mon sac photo. Voilà. Et tu vois le bus partir. Et je vois le bus partir, exactement. Et je me suis dit, mais jamais je le rattrape en courant, en fait. Donc, j'ai appelé Twisto immédiatement. Et en fait, je suis tombée sûrement sur la personne la plus honnête de ce monde qui avait effectivement trouvé le sac sur ma place et qui l'avait donné au conducteur. Donc, j'ai pu aller rechercher mon appareil photo à Twisto. Ouais. Ah putain. Ouais. C'est de la chance, hein. Ouais. C'était sympa. Premier shooting, ça m'a mis dans le bain tout de suite. Ouais. Ah bah c'est bien. Ouais. C'est clair. Et tu dis que tu as commencé vers 15-16 ans la photo. Ouais. Mais du coup, à quel moment, tu vas avoir la question aussi, Tom, à quel moment vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie? Bien avant ça, parce que j'ai commencé du coup en études dites supérieures de photographie à 15 ans à peu près, en CAP photo. Mais avant ça, j'étais celle de la famille qui était constamment en train de prendre des photos des gens, en train de prendre des photos des animaux, en train de prendre des photos des fleurs. Je passais mon temps en fait à capturer des moments. Et je me faisais même un peu engueuler quand on me disait mais arrête de me prendre en photo. En fait, très vite, j'ai compris que j'adorais bidouiller un peu sur photofiltre et tout en tant que gamine, tu vois. Mais j'adorais ça, ça me passionnait. Et en fait, très très vite, j'étais même partie dans l'idée d'être uniquement dans le post-traitement. J'adore ça, la retouche photo, le post-traitement, le montage. C'était vraiment ma passion. Et en fait, en arrivant en école de photographie, on a vraiment développé l'œil en tant que photographe, puis tout ce qui était post-traitement derrière. Et je me suis vraiment pris dans le truc de photographe en me disant bah ouais, c'est ultra complémentaire en fait. Je peux tout à fait être photographe et faire du post-traitement derrière. Mais c'est arrivé, je sais pas, je pense que dès que j'ai eu le droit d'avoir un appareil photo dans les mains, donc les petits appareils photo numériques que tous nos papas avaient, je pense que, ouais, je sais pas, 7-8 ans, j'étais déjà à fond dans la photo, à vouloir tout photographier. Ouais. Ok. Et toi, Tom? Alors moi, c'était peut-être même plus jeune encore. Moi, quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais une dizaine d'années, j'habitais en campagne, dans des petits bleds un peu paumés où il n'y a pas grand-chose à faire. Et j'étais avec mes 2 autres amis, où on faisait pas grand-chose en fait. On s'ennuyait un petit peu de nos journées. Et on regardait beaucoup de films et de séries ensemble. Et on s'est dit, bah viens, on fait aussi une série. Alors c'était très amateur à l'époque, c'était vraiment les petites caméras que t'achetais à 50 balles Leclerc, la petite fausse GoPro là. Et en fait, on s'amusait avec ça. Et puis en fait, on s'est pris au jeu de vouloir construire des petites histoires comme ça avec ces petites caméras. Après, on a filmé avec nos téléphones. Après, on a découvert ce que c'était le montage vidéo. On pouvait assembler un plan avec l'autre, mettre une musique, mettre un texte. Et en fait, petit à petit, ça a construit ça. Et le jour où je me suis vraiment dit, ok, c'est ça que je veux vraiment faire et me lancer à fond dedans. Donc là, j'étais au collège en 3e. Et il y avait la journée du harcèlement. Voilà, c'était la journée où on parlait un peu de ce thème-là, harcèlement scolaire, en ligne aussi. Et ma prof de français de l'époque savait que je faisais un peu de la vidéo et voulait faire un petit court-métrage pour sensibiliser à ça. Et elle m'avait dit, ta carte blanche. Et Carte bleue, c'est bien aussi. ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, tant que tu as un message à faire passer sur la sensibilisation du harcèlement. Donc on avait tourné dans la cantine, en vrai on s'était un peu amusé, tu vois, foutre la tête de l'acteur harcelé dans la purée, ou enfin faire des gags un peu comme ça. Mais en vrai ça a vraiment marché, parce que le jour où on a sorti donc du coup ce petite vidéo d'1 minute, 2 minutes, donc qui avait été diffusée dans toutes les salles du collège en même temps à la même heure. Et en fait la première récréation juste après ce cours-là, bah, en fait, il y a plein de gens qui sont venus me voir, nous voir, parce que j'étais pas tout seul dessus, mais en mode bah, c'est bien que vous en parliez, etc. Ouais. Et la CPE du collège était venue me voir pour me dire que en fait, il y avait des cas qui ont été remontés, etc. Parce que le film, c'était aussi prendre la parole dessus. Ah ouais, ça a fait parler les gens en fait. Voilà. Mmh. Et en fait, ça a résolu vraiment des trucs. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, ça a vraiment un impact, la vidéo, dans le sens où tu peux vraiment faire passer des messages forts et faire avancer des choses. Et c'est à ce moment où je me suis dit, il y a peut-être vraiment quelque chose de sérieux à faire dedans et d'explorer cette voie-là. Je sais qu'on en a déjà parlé une fois, mais si vraiment, regarde Le Visiteur du Futur. Ouais, faut vraiment que je le fasse. L'histoire que tu viens de raconter, c'est ça. Hein. Enfin, les mecs, ils ont commencé dans les bois de Vincennes, je crois. 3 potes avec une petite caméra. Tu le vois bien qu'en plus, c'est la. Tu m'avais montré les premières minutes, je crois. Et donc aujourd'hui, selon vous, si une entreprise devait choisir un seul type de format entre photo et vidéo pour sa communication, lequel il faudrait choisir? C'est là que ça va fighter. C'est ce que j'allais dire. Allez, on veut du fight.
Je suis désolée, au risque de vous décevoir, je vais pas partir dans le fight parce que je pense que la vidéo est très 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 impactante. Moi, j'adore le format vidéo et je pense que c'est ce qui me manque le plus sur mon site internet. Donc, désolée, je vais pas partir dans le fight du tout. Déçu. On aurait essayé. Après, tout dépend du message à faire passer, en fait. Je pense que s'il y a vraiment besoin de raconter une histoire, on va plus partir sur de la vidéo. Après, si c'est principalement montrer un... Alors, non, parce que vidéo aussi, montrer un produit, du marketing, de la marchandise, ça marche très bien aussi en vidéo. Je pense qu'on peut plus se permettre d'être dans de l'image figée si c'est un petit truc de matériel, photo corporate, tout ça, on peut se permettre d'être principalement dans la photo. Après, effectivement, s'il y a quelque chose, une histoire à raconter, je pense que la vidéo, c'est le meilleur format. Ouais, et puis après, quand on regarde aussi même les chiffres de manière générale sur les réseaux, la vidéo impacte plus. C'est ce qui se consomme plus aussi, plus facilement, plus rapidement, notamment à TikTok, Instagram, où en fait, notamment TikTok, où ça marche que sur de la vidéo. Il n'y a pas du tout de photos, si ce n'est sur les vignettes des vidéos, justement. Mais à la base, c'est vraiment ces contenus-là qui priment et qui sont de plus en plus consommés et qui, même sur Instagram, où on peut encore poster photos et vidéos, les vidéos, en termes de référencement, écrasent totalement les photos aujourd'hui. Et c'est vrai que les photos sont de moins en moins présentes. Mais par contre, je trouve qu'elles ont quand même leur importance parce que, alors tu le disais, c'est vrai que peut-être sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure, par exemple, sur le moment entre le maître et chien, là, la photo, je pense qu'elle est beaucoup plus prononcée dans le feeling peut-être que toi tu pourrais avoir dans ta vision, je pense. Ouais, puis il y a le côté, je pense, figer l'instant, vraiment capturer le moment, le figer. Je pense que ça peut avoir une interprétation, une connotation un peu sacrée, en fait, de figer l'instant, en fait. Puis après, la photo, c'est aussi quelque chose que tu peux tirer, donc tu peux avoir en physique. Une vidéo, tu peux pas la voir, quoi. Mais si on repart sur de la communication, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens où il y a que de la photo aussi. Quand je disais au début que j'interviens sur des réseaux, sites internet et tout support digitaux confondus, notamment sur de la page Google My Business. Page Google My Business, c'est aussi important d'avoir de la photo pour illustrer un peu. Il n'y a pas de vidéo, du moins je crois pas. Et là, la photo, ça te permet vraiment d'illustrer ta page et c'est important aussi. Alors, tu peux en avoir, mais c'est vraiment quand tu vas dans la galerie photo. Et tu as des gens, par exemple, qui... Je sais pas, tu peux mettre des vidéos dans cette galerie. Ouais, mais c'est pas ce qui va mettre lui en avant sur la première page. Il faut vraiment rentrer dans la galerie. Ouais. Même une photo de profil, en vrai, c'est hyper important. Donc, Ah oui, par contre, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Tu as toute cette partie-là où, effectivement, la photo peut être un plus. Voilà. Moi, je pense, pure technique site internet, c'est vrai que la vidéo, c'est assez sympa. On nous en demande souvent, mais ça peut être un peu lourd. Et combiner les deux là, sur ce support. Ça dépend quel support tu utilises pour la lire, mais ça veut dire faire chuter un peu ton score de vitesse de site, donc faire chuter un peu ton référencement. C'est toujours des... Il faut peser ça avec le... Mais en fait, comme c'est des tas de petits trucs à peaufiner, des fois, une belle photo bien suffisamment compressée pour pas que ce soit trop lourd, finalement, ça va être bien, ça va avoir ce petit impact, et tu vas pas trop dégrader la note de ton site finalement en faisant ça. C'est pas forcément une tradition parce que l'émission elle a que 3-4 épisodes, mais on aime bien que les gens apportent un petit quelque chose, une anecdote, une histoire, quelque chose. Puisqu'on parle de décoration, je sais que on peut rejoindre un peu plusieurs sujets entre la décoration, la photographie animale, le côté artistique, tout à fait. Et le côté décoratif. Tout à fait. C'est entre guillemets le seul avantage, je dirais, que la photographie a aujourd'hui, c'est que la photographie, on peut l'avoir en physique. C'est comme tu disais, ça peut être palpable, la vidéo, on ne peut pas encore. Alors peut-être dans un futur proche, on pourra. Mais à la Harry Potter, tu sais. Exactement. Mais du coup, voilà. Donc si on veut vraiment illustrer un petit peu, moi, mon côté artistique, ce que je préfère faire, moi, c'est la macro-photographie, qui consiste à prendre des photos très près, très cadrées, très zoomées, de toutes petites choses qu'on va pas forcément voir à l'œil nu. Là, par exemple, c'est une libellule. Et j'adore cette photo parce qu'elle était vraiment posée sur une feuille en train de me regarder. Elle était minuscule et j'ai pu figer ce moment-là et la garder toujours avec cette espèce de petit sourire qu'elle me faisait. Alors c'est très subjectif, mais j'ai vraiment... On sent qu'elle se marre là. Mais il y a un petit sourire, elle est contente. Et j'adore pouvoir garder cet instant où c'était un instant rare de cette petite libellule qui me regardait. Et du coup, je l'aurai toujours avec moi, donc je suis très contente. C'est dit, les couleurs sont incroyables. Hein. Ouais, le tirage est pas mal. Elle était d'un bleu incroyable, c'était magnifique. Là, je dois bien refléter tout le set. C'est possible. Ouais, non, mais on l'incrustera, ce sera un fond vert et tout, etc. Bon, super, c'est très beau. Hein. Et tu veux pas faire une collection dans ce style-là ? Ah si, j'aimerais bien. Mais j'en ai déjà quelques-unes, des photos de macro, mais faut que je les imprime aussi dans ce format-là. Ce serait pas mal. Et pourquoi pas faire une expo derrière ? Ce serait cool.
Et toi, Tom, ça serait quoi la vidéo dont tu serais le plus fier de tout ce que tu as pu déjà tourner Et qu'en plus, jusqu'à aujourd'hui? on peut incruster, tu vois, on n'est pas. Voilà, comme ça, tu peux faire semblant de la tenir et puis on l'incrustera. Alors moi, c'est celle-là. Hein. Alors du coup, mon objet, il se trouve juste derrière. Donc ça va vraiment être tout le setup, caméra, lumière, toutes les installations en fait qu'on fait. Donc ça représente un petit peu aussi sur ce matériel-là ce qu'on peut en faire. Donc là, c'est vrai que c'est très posé, trépied, lumière, etc. Ce week-end, par exemple, j'ai shooté pour du sport. Donc là, c'est juste une caméra, un objectif. Et puis l'idée, c'est d'être hyper dynamique dans ce que tu filmes. Donc voilà, donc le matériel reste le même pour des utilisations différentes. Du coup, là, on parle beaucoup de photos et de vidéos. Alors en plus, toi, tu en fais un petit peu. Justement, la question suivante, ce serait est-ce qu'on peut être à la fois très bon dans les deux domaines ou est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser? Même par rapport aux connaissances techniques dont vous parliez tout à l'heure. Je pense qu'on peut être très bon dans les deux domaines parce qu'il y a vraiment un point qui regroupe ces deux métiers, c'est l'œil. C'est savoir voir, savoir repérer. Donc, de toute façon, ces deux-là ont ce point où tout se regroupe. Donc, je pense qu'on peut vraiment être très bon dans les deux métiers. Après, il y a des connaissances dans la vidéo. Personnellement, je sais que c'est vraiment poussé et qu'il faut vraiment se mettre dedans et il faut vraiment apprendre des choses que tu n'auras jamais besoin en photo. Donc, c'est un... Et inversement. Oui, tout à fait. Mais il y a, pour moi, alors, tu vois, c'est vraiment d'un point de vue... typiquement juste photographe, le montage de la vidéo, c'est très, très artistique pour moi. C'est quelque chose qui, je trouve ça génial, je trouve ça passionnant. Mais en même temps, c'est de l'apprentissage qui est assez conséquent. Il faut apprendre beaucoup de choses, il faut maîtriser beaucoup de choses. Après, je pense que se spécialiser dans quelque chose, c'est toujours chercher la perfection dans un domaine, se spécialiser dans un truc, c'est aller toujours plus loin dans ce truc. Donc, je pense qu'on peut être meilleur si on reste dans un domaine, mais on peut être tout à fait très bon dans les deux domaines. Je pense que c'est tout à fait compatible. Je pense aussi, mais par exemple, tu vois, pour faire les deux, moi, j'ai une petite préférence pour la vidéo, sur un projet vidéo, plus qu'un projet photo. Ouais, que ce soit sur de la prise de vue ou sur du montage après. Ouais. Mais je saurais faire les deux en même temps, tu vois, sur une même presta. J'ai une appétence plus vers la vidéo. Plus d'affinité, Ouais. Moi, j'imagine qu'en photo, on apprend toujours des choses, mais est-ce qu'en vidéo, c'est pas particulièrement poussé ça? Est-ce que tu es tout le temps dans une veille permanente de ah oui, maintenant il y a telle technique, tel truc, tel outil? Ça bouge tellement vite que tu es obligé de rester à l'affût de ce qui se fait aussi par rapport aux autres créateurs. Et ça, on le voit et ça impacte aussi. Alors, sur le montage, ça va être sur le style de l'image. Par exemple, en ce moment, c'est l'effet glow un peu. Des lumières très diffuses qui vient un peu se diffuser sur la vidéo. Ça, c'est un effet qu'on retrouve partout. Inconsciemment, tu te le mets à faire aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu as plein d'effets comme ça. Alors, c'est vrai que beaucoup dans l'étalonnage, mais après, c'est très niche. Le montage, pareil. Sur de la prise de vue, c'est pareil. Sur des techniques ou des petites astuces créatives que quelqu'un se met à faire, ça marche bien. Tout le monde se met à... tout le monde suit, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que j'allais dire que oui, effectivement, il y a le côté constamment en évolution de la vidéo qui t'oblige un petit peu à être tout le temps un peu aux dernières tendances, en fait. Mais en fait, la photo, sincèrement, c'est pareil, parce que je sais que quand j'ai commencé la photographie, j'avais pas du tout la même façon de faire le post-traitement qu'aujourd'hui. Et c'est tous les photographes que j'ai suivis, leur façon de faire leur post-traitement et les vidéos. Aussi, mais c'est ça, tu apprends et tu dis, bah oui, mais en fait, lui, sa photo, elle en voit carrément plus. Les couleurs sont bien mieux gérées, la lumière est magnifique. Moi, je veux arriver à ce résultat-là. Et en fait, tu te formes petit à petit et t'évolues dans ta façon de retoucher. Et je pense qu'aussi la démocratisation de tous ces créateurs de contenu qui se mettent aussi un peu à montrer leur façon de faire, du coup ça nous influence aussi, je pense, quelque part. Oui, c'est ça. Sur l'œil aussi, comment tu travailles, en vrai ça bouge tout le temps. Ça inspire et ça influence, en fait. C'est ça, ou même sur de la technique pure, donc en photo, en vidéo, sur des techniques qui vont aussi... Moi je sais que par exemple le montage ou l'étalonnage, ça impacte aussi la prise de vue que je vais faire, suivant les projets. Et tu as un petit côté tuto dans ta com, où justement tu expliques aussi des choses. D'aller un peu plus là-dessus, mais toujours de façon très abordable, en fait. Voilà, un peu de la vulgarisation, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Mais montrer, en fait, l'objectif aussi, c'est de montrer une valeur ajoutée que je suis capable de faire. Je reprends par exemple un Reels que j'ai fait pour Alto, sur de l'étalonnage. Comment tu transformes
une image très voilà, sortie de caméra en résultat avec une belle lumière, avec du contraste dans ton image, etc. Alors là, ça concerne l'étalonnage, mais en vrai, ça peut être des astuces sur une exposition de ton image ou justement faire exprès de mal exposer pour créer un autre effet. Ouais. Enfin, voilà, ça peut... Tu penses au truc de temps? Je pense au slow shutter, un effet par exemple où sur ta caméra, en gros, tu as 3 paramètres pour exposer ton image. Tu as donc la vitesse d'obturation du shooter, Ouais. ton ouverture au niveau de l'objectif et ta sensibilité ISO. Et en fait, normalement, en vidéo, ton shutter, tu le mets au double des images que tu enregistres. Si par exemple, tu enregistres à 25 images par seconde, ton shutter, tu le mets à 1 sur 50. D'accord. Et ben en fait, le fait de venir casser cette règle-là en mettant sur 1/10, 1/15 de seconde, ça va créer un flou de mouvement énorme en vidéo. En photo, on l'utilise peut-être pour du light painting ou Exactement, voilà. c'est ça. Et ben en vidéo, on le reprend aussi pour faire des effets, ce qu'on appelle slow shutter. Je donne un exemple. Tu filmes un match de basket où tu vas avoir quelqu'un qui va courir sur tout le terrain. Tu le suis avec ta caméra, bien suivre la même vitesse que lui, mais avec le shutter, avec un flou de mouvement énorme. Mais en fait, lui va rester à peu près net et tout le background autour en courant va être hyper flou. En fait, ça va te faire des filets de vitesse. Voilà. C'est le genre d'astuce-là que je partage pour avoir quelques effets en vidéo. Et juste, tout à l'heure, tu parlais de Alto, donc qui est un groupe qu'on a tous les deux avec Mélanie, une troisième chanteuse. Je vois pas à quelle vidéo tu faisais référence. Mais sur un effet de... Bah, tu sais, quand vous êtes sur la rivière. Ah, ok. L'image était incroyable et je me suis dit, en vrai, il faut qu'on fasse le... Ah oui, carrément. Ok, bah justement, là, il y a une petite question qui vient et qui parle de lumière, de cadrage, de storytelling, de format. Selon vous, le levier le plus important, le plus impactant pour booster l'image d'une marque, c'est quoi? Par exemple, tu vois, tu parlais tout à l'heure de photographie culinaire. On peut te solliciter, par exemple, pour ça. Comment, toi, tu vas aborder le sujet? Comment j'aborde le sujet pour la photographie culinaire? Bah, moi, ça se passe avec une boîte à lumière, quelque chose de très feutré, quelque chose de très... Et faire en fait, je vais essayer au maximum d'avoir un ressenti pour la photographie culinaire de quelque chose de propre. Et du gourmand, peut-être. De gourmand, mais de propre. C'est tellement important, quand tu regardes une photo culinaire, d'avoir un fond bien blanc derrière, par exemple. Avoir, si tu as une espèce de génoise ou quelque chose qui soit très brillante, faut que ça soit... Donc, c'est la propreté qui va amener la gourmandise, pour moi, tu vois. Si t'as de la gourmandise, quelque chose une énorme assiette, oui, c'est sûr, c'est gourmand. Mais si ça dégueule de partout, les frites, elles sont un peu verdâtres parce que t'as mal géré ta balance des blancs ou... Bah, ça va pas être gourmand en fait. Ça va juste être opulent, mais pas gourmand. Donc pour moi, par exemple, la photographie culinaire, on est vraiment sur viser la propreté, la pureté, que la balance des blancs soit impeccable, que les couleurs ressortent telles quelles, voire un chouïa sursaturé pour que ça soit vraiment très, très coloré, que ça donne vraiment très envie, que ça attire l'œil et par la propreté ressortir à la gourmandise. Voilà, c'est comme ça que je traite ça, par exemple. Finalement, tu as quand même un peu de technique dans cette réponse. mais c'est très subjectif. Non, mais je veux dire, c'est pas que de l'instinct, quoi. Il y a quand même aussi une analyse. Oui, bien sûr, mais c'est très subjectif, la propreté d'une image, tu vois ce que je veux dire. Alors, certes, le côté balance des blancs, ça va être de la technique, mais ça va vraiment être ma sensibilité à moi, mon ressenti, où je vais me dire, là, pour moi, ça paraît propre. Okay. Alors que quelqu'un à côté pourrait me dire, bah non, pour moi, pas spécialement. Moi, je vais dire, si, je sais ce que je fais. Bon, non, c'est pas vrai. Et après, vous allez vous battre et tout. C'est ça, exactement. Et toi, Tom, tu dirais quoi? En vidéo, moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est ramener un style vraiment visuel qui soit hyper propre aussi, pour se distinguer de ce qu'une autre entreprise peut faire, que ce soit par elle-même ou aussi par d'autres prestataires photo-vidéo. Techniquement, ça va être ramener de la lumière, créer du contraste en fait à l'image. Le plus important, c'est ça. Créer des zones plus claires et plus sombres pour mettre de l'humain en valeur ou un objet, enfin ce que tu filmes en fait. Et venir aussi accentuer sur, je le dis beaucoup, mais c'est vraiment aussi l'étalonnage qui va jouer beaucoup. Ça, c'est quelque chose dont je me forme aussi un peu toujours au quotidien sur les images que je fais, de savoir vraiment bien étalonner son image, créer un style et rendre propre l'image. Chaque détail en fait que tu laisses voir, pouvoir le maîtriser et avoir ce rendu où tu te dis, tu regardes la vidéo que tu viens de faire il y a 2 semaines ou il y a 1 an,
d'en être toujours aussi satisfait. Ouais, Tu vois. Des fois, on peut avoir cette impression de revoir ces vidéos qu'on a fait il y a 1-2 ans et de se dire, si ça devait être à refaire, je le ferais plus comme ça pour mieux mettre en valeur ce que tu filmes. Mais là, c'est de se dire, ce que je fais là, c'est être plus intemporel pour que, en fait, ce que tu mets en valeur. Ça va pas vieillir en plus. Voilà, c'est ça. Mais t'as pas cet effet de. Des fois, quand t'es sur un projet, tu regardes le truc, tu fais bon, allez, il y a, je sais pas, 10% qui m'agace, mais à un moment donné, Ça arrive, ouais. il faut y aller. Ouais, et en fait, après, quand il y a tu des le projets, regardes plus tard, tu te dis, bah, en fait, je me suis pris la tête pour rien, en fait, c'est bien. Je dirais plus que tu as ce projet où tu as plus d'affinité sur le moment, sur une séquence en particulier ou sur un projet en particulier plutôt qu'un autre quand tu travailles sur plusieurs trucs. Bon, après, il faut le faire. Mais je trouve qu'avec le temps, les projets que tu vas vraiment kiffer, enfin, moi, je les kiffe toujours. Ouais. Et ceux que tu as trouvé un peu long à faire, un peu Tu le ennuyant, ressens après. moi, je me dis, au final, non, c'était cool. Et donc, du coup, ça te permet aussi d'aborder les projets que tu fais actuellement. Différemment. Ouais. Alors, je rebondis parce que j'ai eu un gros rire sarcastique à ma gauche. Tu pensais à quelque chose en particulier? Bah oui, je pense, cette question-là me parle beaucoup parce que tu sais un peu comment je travaille et moi j'ai ce côté perfectionniste un peu poussé à la limite c'est pas un bon perfectionnisme parce que si je suis pas contente de ce que j'ai fait, s'il reste 10% où je suis pas contente, je suis capable de dire non, je le sortirai pas. Ah ouais? Ah oui. Et je fais un blocage. Et elle le met dans un sous-dossier. Qu'elle écrase après. Non, tant que je me dis pas, ok, la photo me plaît à 100%, je la sors pas. Ouais. J'ai un problème avec ça, alors j'essaye de lâcher un peu prise en me disant, mais en fait, il y a des trucs que tu vois, il y a que toi qui les vois. Aussi, ouais. Parce Ça, que c'est clair. c'est ton métier, parce que c'est ton truc et parce que tu as ce côté perfectionniste un peu poussé où personne d'autre ne verra ce qui te dérange. Mais tant que moi, je le vois, je me dis, mais je vais rendre ça au client, mais il va dire, attends, vous foutez de moi, c'est quoi ça? Alors que pas du tout, jamais ça fait ça, jamais. Mais je suis un petit peu obsessionnelle là-dessus et tant que vraiment on n'arrive pas au moins à 98% de satisfaction, j'ai vraiment du mal à me dire, vas-y, let's go, c'est bon, ça va, ça passe. Ça, je le vis en musique. Ouais. Mais enfin, vraiment, c'est ça, tu vois. Je le vis en musique, j'écoute mon truc, je dis putain, là, c'est faux, là. Ou là, c'est pas exactement ce que je voulais et tout. Bon, ça sort quand même, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, tu vois, tu feras pas mieux. J'ai un pote avec qui je faisais un peu de peinture, qui disait le mieux est l'ennemi du bien. Et des fois, c'est vrai, tu essaies de faire mieux, puis en fait, tu pètes ton truc qui était pas si mal, en fait, finalement. Ouais. Ouais. Mais par contre, j'ai déjà eu plein de fois le cas de figure où tu vas réécouter ton son, genre 6 mois, 1 an, 2 ans après, et tu fais putain, c'était super propre. Ouais. Et je me souviens que je me suis pris la tête, alors qu'en fait, ou alors l'oreille s'habitue et tu as intégré les petites erreurs, ce que tu considérais comme des erreurs. Peut-être après, tu les as intégrées et tu t'es dit, non, en fait, c'est cette œuvre-là. C'est ça. Après, je pense que tu as aussi ce côté, alors, photo, vidéo, mais par exemple, quand tu te déplaces sur un shooting chez ton client, donc tu filmes, tu montes la vidéo et t'es pas satisfait à 100% de ce que tu fais, mais tu peux pas revenir refaire un deuxième shooting, etc. Un deuxième mariage. Ouais, voilà. Alors mariage, non, parce que ça arrive qu'une fois. Mais je dis n'importe quoi. On reprend l'exemple de BMW. Tu filmes la dernière voiture qui vient de sortir. T'es pas satisfait à 100% de la vidéo. Tu vas pas revenir juste pour filmer et refaire le montage. Ouais. Donc en vrai, t'as aussi ce truc de rendre la vidéo. Après, ce sera quand même propre et les imperfections que toi tu vois, ton client le verra peut-être pas forcément. Et est-ce que l'IA peut pas apporter des solutions par rapport à ça? Ça dépend sur quoi. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 1, 2, 3 ans. Par exemple, quelque chose que j'aimerais bien que ça se développe dans l'IA, qui est beaucoup plus facile à maîtriser sur la photo que sur la vidéo pour le moment, c'est quand je parlais de maîtriser tous les détails de ton image, je dis n'importe quoi, il y a une tasse qui n'est pas la même que les autres, pouvoir la remplacer ou l'enlever ou machin. En photo, c'est beaucoup plus facile sur Photoshop. Qui n'est pas la même que les autres. Non mais voilà, c'est un exemple tout con. C'est pour qu'elle soit accordée à ma tenue. Mais en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué de gérer tous ces détails-là. Et je pense que l'IA peut nous aider en cela. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas encore hyper développé. À voir comment ça se développe. T'as 2-3 outils qui sortent qui sont pas mal. Hein. J'ai vu des gens commencer à faire des courts-métrages avec juste des vidéos sorties d'IA, mais pas encore trop accessibles en Europe. C'est plutôt USA. Après, moi, me concernant, alors moi, j'utilise beaucoup le logiciel DaVinci Resolve pour tout ce qui est vidéo, qui permet aussi d'intégrer l'étalonnage, et c'est le logiciel phare en la matière. Et eux intègrent beaucoup d'IA aussi dans leur logiciel. Alors, je pense notamment aux sous-titres générés automatiquement avec la bande-son. Ça, tous les logiciels savent le faire. Mais par exemple, DaVinci, ils vont avoir l'outil masque magique. En gros, tu prends n'importe quelle partie de ton image, il est capable, juste d'un coup de pinceau, où tu vas dessiner grossièrement sur ton image, lui, il va détourer avec vraiment précision, traquer, et tu peux faire après ce que tu veux.
Donc ça, c'est cool. Il va pouvoir enlever. Alors, des objets, il sait le faire, mais sur vraiment des détails très précis, il galère encore un petit peu. Mais par exemple, pouvoir faire comme dans Photoshop, faire de l'IA générative en vidéo, ce serait top. Ouais. Traquer et tout, comme ils savent le faire dans leur écosystème, ce serait incroyable. À la vitesse où ça va, ça devrait pas trop tarder, a priori. Peut-être. Eh bien, on va bientôt conclure cette vidéo. Et pour terminer, j'ai une question. Quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un pour pouvoir faire une photo ou une vidéo simplement, un petit tips qui fait que ça pourra pas louper? Même avec peu de moyens. Même avec peu de moyens, donc par exemple avec un portable. Par exemple. Moi, je dirais privilégier l'instant et arrêter les pauses. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner. Et comment tu fais ça? Prendre sur le moment, dire aux gens de s'occuper. T'as quelqu'un qui a envie d'avoir une jolie photo, et dis-lui de s'occuper, de te parler en même temps, de se servir un café, de manger un truc, d'écouter de la musique. Faut pas poser. Faut qu'il oublie le photographe. Ouais, faut qu'il oublie le photographe à 100%. C'est alors je sais que c'est un exercice qui est difficile parce que pour avoir fait plusieurs shootings avec des gens à qui je demandais de faire ça, à chaque fois ils me disent mais comment je fais pour t'oublier et absolument pas regarder en ta direction. Et en fait ça s'installe avec le temps petit à petit. Au tout début, effectivement, les gens sont très stressés et ils ont tendance à essayer de fuir, mais un peu maladroitement, le photographe. Au bout d'un moment, en fait, en parlant avec les gens, alors c'est ça le conseil que je pourrais donner pour aider là-dessus, c'est quand on est photographe, faut pas hésiter à discuter avec les gens. Alors, c'est un peu contradictoire parce que je leur demande de m'oublier et en même temps, je discute beaucoup avec eux. Mais en fait, en discutant et en instaurant un dialogue qui paraît tout à fait naturel, complètement en dehors du contexte de ce qu'on est en train de faire. Tu détournes l'attention de la photo. Exactement. On détourne l'attention, ils se concentrent sur autre chose. En fait, ils partent plus sur la conversation et là, tu arrives à choper des moments de vie, des moments beaucoup plus naturels où en fait, même tout se détend. Les épaules redescendent, les gens se retiennent un petit peu plus naturellement. Les gens qui posent, ils vont tout de suite utiliser des mimiques ou des trucs qui ne sont pas eux. Pas du tout. Je sais pas, ils se mettent... Non, mais en vrai, c'est vrai, le sourire de pause, c'est pas du tout ton sourire naturel. Mais bien sûr, mais même, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont habitués à se voir dans les miroirs et se dire là, comme ça, je suis bien. C'est pas toi. C'est carrément pas toi. C'est pas ton visage, c'est pas celui que les gens voient d'habitude. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment essayer, de détourner leur attention pour faire en sorte qu'ils oublient que je suis là en tant que photographe, je suis là en tant que personne qui discute avec eux. Et là, tu chopes la vraie personne. Et est-ce que quand tu converses avec eux, des fois, tu orientes ta conversation de telle manière à ce que tu obtiennes, toi, un résultat de ce que tu veux. Exactement. Si j'ai envie d'avoir un sourire ou un rire naturel, je vais pas hésiter à balancer une petite vanne ou un petit truc qui, sur le moment, peut être un peu... ça les surprend, en fait. Et du coup, par la surprise, il va y avoir un rire tout à fait naturel qui va arriver. Et hop, c'est bon, j'ai le moment. Alors, je pense qu'un conseil que je pourrais donner à pas mal d'entreprises, justement, pour améliorer un peu plus leur communication, c'est d'arrêter un peu tous les effets que tu peux voir sur les réseaux qui fassent trop kitsch. De vouloir en faire trop quand t'as pas forcément les compétences. Tu penses à quoi en particulier ? Notamment faire des transitions toutes préfaites style CapCut, mettre des musiques hyper kitsch qui vont pas du tout avec ce que tu filmes, mettre des gros titres avec une typo bien dégueulasse, avec des couleurs qui vont pas ensemble. En fait, tout ce genre d'éléments et toute cette cohérence visuelle aussi peut s'améliorer hyper simplement. Mais en arrêtant de suivre un peu des fois ce qu'on voit sur les réseaux qui servent pas à la communication ou à ce que tu filmes en général. Voilà. Des fois, il faut mieux rester sur des trucs très simples. Même sur des transitions, tu sais, le cut, c'est le truc hyper simple, mais c'est celui qui est le plus efficace en vidéo. Donc, merci à tous les deux d'être venus pour cette 4e émission. Merci plaisir. À vous. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'on a encore changé de décor, mais on est toujours chez Face à Face. Exactement. Donc, on remercie encore Quentin pour nous laisser ce bel espace pour pouvoir tourner plein de vidéos en un seul endroit. Ouais, on a l'impression qu'on change à chaque fois, alors que pas du tout. On est au même endroit et n'hésitez pas en tout cas à interagir, liker la vidéo évidemment, mais pourquoi pas aussi la commenter et la partager. C'est la première fois qu'on fait intervenir des gens qui sont plus des membres de l'équipe et c'est quelque chose qui justement va se développer puisque le but du jeu, c'est d'aller raccrocher un peu tous les métiers et on va s'éloigner de plus en plus du cœur de la com en faisant intervenir des gens qui sont dans d'autres métiers, mais avec toujours ce sujet de fond, en quoi ça sert la communication. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur réseau. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Nerepix si vous voulez suivre en avant-première des extraits des prochains tournages. Et on vous dit à très bientôt.
Salut. Salut.